Voilà. Alors, bienvenue à ce webinaire, ce webinaire durant la pause de midi, où je vais essayer de voir avec vous comment répondre à une tâche en développant un programme Python en mode procédural, mais l'idée est de voir comment, pas à pas, structurer ce programme. Alors ici, j'ai fait le choix de parler de la structuration d'un programme en mode procédural, c'est-à-dire à l'aide de fonctions, à l'aide d'une technique qui s'appelle la décomposition descendante. Et probablement que je ferai une fois un autre webinaire. J'ai déjà fait pas mal de webinaires sur la programmation orientée objet et sur l'organisation d'un programme à l'aide d'objets. Alors ici, on ne va pas utiliser de classe, mais vraiment uniquement le faire en utilisant des fonctions. Alors c'est particulièrement une approche qui est adaptée, par exemple, pour le projet 2 de ceux qui font le parcours Open Classrooms, par exemple, parce que sur ce premier projet, l'usage de fonctions s'impose ou en tout cas est une bonne solution, puisqu'on n'a pas encore vu à ce stade l'ensemble des possibilités liées à la programmation orientée objet avec Python. Et donc, ici, on peut se contenter de faire quelque chose de simple à base de fonctions. La démonstration que je voudrais faire aujourd'hui, c'est de créer un programme qui me permet de renommer des photos selon un certain pattern. Alors ici, j'ai des photos d'ailleurs qui proviennent de plein d'endroits, mais je vois que j'ai certaines photos qui sont nommées avec la date, par exemple, et l'heure, et éventuellement, si j'avais des doublons à une époque, des... peut-être, alors on voit ici avec un 0 après, d'autres qui viennent en appareil photo, qui nomment tout avec IMG et puis en numéro, etc. Donc, je vois que je n'ai pas forcément un pattern de nommage correct et j'aimerais pouvoir parcourir ces photos et les renommer à ma guise selon un schéma que je décide. Par exemple, on pourrait imaginer que j'aimerais effectivement la date et l'heure, et puis pourquoi pas les coordonnées GPS de où j'ai pris la photo, où on verra quelles sont les possibilités. Donc, quelles sont les tâches qu'on va devoir faire dans ce programme, en programme, capable de parcourir les photos dans un répertoire donné. Ici, j'ai mis toutes les photos dans le même répertoire. On pourrait imaginer que dans une extension de ce programme, on veuille parcourir une arborescence de répertoire. Ici, on aura juste un répertoire à plat où nous avons les photos. Donc, prendre ces photos, récupérer les informations de chaque photo et renommer la photo. Donc, voilà à quoi va ressembler le programme. Et puis, on va essayer de voir comment découper le programme en fonctions. En fait, ce qu'on voit souvent, c'est que les personnes qui apprennent Python et qui apprennent la programmation en même temps ont plutôt tendance à faire un programme qui est très monolithique. Et après, ils viennent vers leur mentor et le mentor dit il faudrait essayer de découper en fonctions plutôt que de prime abord découper finalement le programme en sous-tâches naturelles, donc découper le problème en sous-problèmes et ensuite essayer de trouver des solutions à chacun des sous-problèmes. Et on va voir que cette manière de faire est plutôt adaptée justement lorsqu'on a moins d'expérience avec la programmation, puisque on va s'attaquer à des problèmes qui sont plus petits les uns après les autres et petit à petit construire un programme donc, qui fait quelque chose de valeur. Alors, la première, on va essayer d'abord de commencer, on va travailler dans un fichier ici, Python, dans un module Python unique dans un premier temps, et on va ensuite le diviser éventuellement en plusieurs. Donc, je vais appeler ce module webinaire.py. Ici, je pourrais lui donner le nom de mon programme. Alors, mon programme ici aujourd'hui s'appelle webinaire ou lunchinaire.py, comme ça on est sur le Launchinaire d'aujourd'hui. Donc, on va finalement commencer dans un programme par un programme principal. Un programme principal qui va faire la tâche désirée. Et sur chacun de mes scripts,
mon programme principal commence dans une fonction que j'appelle fonction principale main. Donc ici, donc, voilà, c'est le point d'entrée principal de mon programme. OK. Et cette manière de commenter une fonction, c'est ce qu'on appelle une docstrine. Donc aujourd'hui, je suppose que vous savez à ce point ce qu'est une fonction et comment est-ce qu'on l'utilise, et que vous connaissez le concept de variable et les concepts qui sont enseignés dans les cours d'introduction à la programmation en Python, mais on va se poser la question de la découpe. Comment est-ce qu'on découpe? Donc, ici, la première chose qu'on va faire encore, c'est de lancer ce programme. Donc, une condition, if name égale main, ça signifie qu'on lance ce module launchiner que je lance directement avec Python, que j'écris Python-m, donc ici, Python ou Python 3, selon votre plateforme, -m webinaire, le nom du alors launchiner, pardon, le nom du programme. Alors, launchiner. Et donc, lorsqu'on lance directement ce module launchiner.py avec Python, comme ça, nous aurons donc cette condition qui sera vérifiée. Et la seule chose qu'on fait ici, c'est qu'on exécute notre fonction principale. Donc, voilà le contexte général, le cadre général de mon application. Ici, donc, on va avoir notre programme. Et ce que je vais faire, c'est que je vais décrire sous la forme de commentaires, tout d'abord, en pseudocode, ce que je vais essayer de faire. Et ça, c'est vraiment très important d'essayer de se fixer des idées et de savoir ce qu'on veut faire. Première chose, c'est de se demander qu'est-ce qu'on veut faire et comment est-ce qu'on veut spécifier le répertoire dans lequel on a les photos à renommer. Ensuite, ce sera d'énoncer exactement ce qu'on veut faire sur chaque fonction. Donc ici, par exemple, donc, ce qu'on pourrait avoir comme première étape, c'est récupérer le nom du répertoire ou le chemin du répertoire sur lequel on veut travailler. Donc ici, je peux dire que, imaginons une fonction, une variable répertoire égale, donc ici, récupérer le nom du répertoire dans lequel se trouvent les photos à renommer. Les photos à renommer. Pour l'instant, je m'en fais pas trop sur la longueur des lignes. Hop, on va voir ça comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la toute première étape, récupérer ça. On va voir comment récupérer ça plus tard. Donc, voilà, une fois que j'ai le répertoire ici, on va obtenir une liste de photos, par exemple. Donc, j'aimerais toute la liste des photos à renommer, ici. Donc, récupérer la liste des photos dans répertoire. OK. Donc, la deuxième étape, ce sera ça. Une fois que j'ai le répertoire, ça fait du sens de récupérer en tout cas les noms des photos ou les chemins des photos dans cette liste de répertoire. Et ensuite, on va pouvoir commencer à faire une boucle sur cette liste de photos et on va pouvoir effectivement dire que pour chaque photo dans la liste de photos, là, on a une liste. Donc, ce que nous, on veut faire, c'est une opération pour chaque liste. Donc, ici, première chose qu'on va vouloir faire pour chaque photo, c'est récupérer les informations relatives
à la photo. Je peux appeler ces informations photo-info, par exemple, relatives à la photo. Ensuite, ce que je vais vouloir faire, c'est à partir, par exemple, photo non, name, allez non, c'est construire en nom de fichier pour la photo. Pour la photo, à partir des infos qui sont dans des informations qui sont dans photo info. Donc, à partir des infos dans photo info. Et ensuite, une fois qu'on a le nom de la photo, ce qu'on va vouloir renommer, on va vouloir renommer la photo sur le disque. Donc, modifier le nom de la photo sur le disque avec photo nom. Okay. Voilà. OK. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut se demander, est-ce que éventuellement, ce qu'on peut encore, est-ce qu'on notifie l'utilisateur de ce qu'on est en train de faire? Donc ici, peut-être notifier l'utilisateur que le nom de photo a été modifié en photo non. Et puis finalement, à la toute fin, par exemple, informer l'utilisateur, que toutes les photos ont été renommées, toutes les photos du répertoire, ont été renommées. OK. À partir de là, une question qu'on peut se poser quand on renomme tout ça, c'est est-ce que je conserve en backup de mes photos ou pas, avec leur nom original, par exemple, au cas où il arriverait quelque chose. Donc, dans ce cas-là, on pourrait tout à fait, ici, également, ajouter quelques étapes qui seraient, par exemple, créer en répertoire de backup, en répertoire de backup dans répertoire. Dans répertoire. C'est une première étape. Et une fois qu'on a, juste avant de modifier le nom de la photo, on peut éventuellement encore copier ici. Copier ou dupliquer, copier la photo dans le répertoire de backup. Alors, certains aiment bien, comme moi en général, j'aime bien encadrer mes boucles de cette manière-là et bien préciser où se termine la boucle, mais vous pouvez tout à fait utiliser une convention Python, c'est-à-dire convention Python qui serait de dire, OK, hop, 2 points, et puis on indente et on est dans une boucle for. Donc, vous écrivez votre pseudocode comme vous l'entendez. Bien sûr, ce qui est pratique en pseudocode, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître un langage de programmation pour l'écrire. Et donc, du coup, vous pouvez, dans un pseudocode, décrire des opérations
que vous ne savez pas encore faire éventuellement en Python. Et c'est là que la découpe va intervenir. OK? Donc ici, j'ai maintenant écrit, j'ai terminé mon programme. Je n'ai pas besoin de savoir faire du Python pour ça. J'ai dit, OK, ben, on doit quelque part soit demander à l'utilisateur dans quel répertoire on va travailler, soit récupérer d'une manière ou d'une autre ce répertoire-là. On doit donc ensuite éventuellement créer un répertoire si nécessaire. Et puis ensuite, on doit travailler sur les photos, c'est-à-dire récupérer la liste de photos et tout ça et tout ça. Donc, c'est des opérations que je peux décrire en français. Et à ce stade, vous n'avez pas besoin de, par exemple, savoir récupérer les informations relatives à une photo. Vous avez juste besoin de savoir le dire en français. Ça veut dire que vous avez besoin d'identifier quel est le problème que vous essayez de résoudre. Donc ici, on voit déjà, et quand je parle de décomposition descendante du problème, c'est qu'on a un premier problème qui est décrite finalement par tout mon programme, mon main, c'est que je veux renommer l'ensemble des photos dans le répertoire selon certains critères. Et ensuite, j'essaye de détailler toutes ces étapes-là. Ensuite, vous allez voir que dans ces étapes-là, il y a des choses que vous ne savez éventuellement pas faire. Alors, à ce moment-là, on peut commencer à rentrer dans chacune des lignes de cet algorithme. Et on peut écrire du pseudocode. Alors, si je commence à écrire ça en Python, je peux exagérer un peu le trait. C'est-à-dire que je vais partir à la première ligne. Répertoire, récupérer le nom du répertoire dans lequel se trouvent les photos à renommer. OK? Si soit je sais exactement en une ligne comment faire cette opération, ça c'est une possibilité, soit à ce stade, rien ne m'empêche d'écrire en Python et effectivement récupérer, je connais ici en français, OK, obtenir répertoire photo. Répertoire photo. Répertoire photo. Éventuellement, sans argument pour l'instant, la seule chose dont j'ai besoin ici, c'est de pouvoir définir ma fonction. Répertoire photo, répertoire de base ou voilà, donc comme ça, voire même avec une docstring directement quant à faire. Donc ici, récupère le chemin du répertoire dans lequel on désire récupérer, renommer. On récupère le chemin dans lequel on va désirer renommer les photos. Alors maintenant, on peut décider de comment est-ce que l'utilisateur va l'obtenir. Pour l'instant, je laisse le texte comme ça, dans lequel on désire placer les photos. OK, on laisse comme ça. Une fois que vous avez une docstring, vous n'avez rien de plus. Ça, c'est une fonction valide. C'est Python valide. Maintenant, récupérer la liste dans répertoire, la liste des photos dans répertoire. De nouveau, on peut se poser la question, est-ce que je sais le faire? Est-ce que je sais le faire en une ligne? Si je ne sais pas le faire, est-ce que je me place une fonction pour plus tard? Pour l'instant, découpons. Surdécouper, ce n'est jamais un problème, en tout cas au début. Donc, photos égale obtenir photo. Depuis répertoire. Obtenir liste. Tac. Puis même chose.
vous définissez votre fonction obtenir liste des photos. Et on reçoit en paramètre ici le répertoire dans lequel se trouve, de nouveau, ici, elle récupère la liste de tous les fichiers au format JPG, par exemple, dans répertoire. Si je parle de mes photos, pas forcément d'illustration, éventuellement, je pourrais passer une liste des extensions. Alors, je pourrais appeler ça extension. Et par défaut, j'accepte JPG, par exemple, mais je pourrais en accepter plus. Donc, pour l'instant, on va traiter que les JPG ici. OK? Donc, ici, nous avons déjà en lieu où nous allons pouvoir programmer et résoudre déjà 2 sous-problèmes de notre problème principal. Nous avons un problème principal. Maintenant, mon problème se réduit à, pour l'instant, 2 problèmes pour la première partie, qui est de trouver comment obtenir de l'utilisateur en répertoire, soit via un input, par exemple, soit via Python, Launchiner, par exemple, photo, via un argument, par exemple, ici, à envoyer. OK, donc j'ai plusieurs possibilités. Soit je demande explicitement où, soit j'utilise un argument. On verra ce qu'on choisit. Obtenir les photos. Ensuite, créer un répertoire de backup dans répertoire, de nouveau. Ici, donc, créer backup dans répertoire. Hop. Et nous ajoutons ici une photo créer backup dans répertoire, donc créer un nouveau fichier. Après coup, vous avez toujours la possibilité d'éliminer une fonction si elle ne s'avère pas utile. Ici, créer un répertoire de backup, dans un répertoire. Éventuellement, nous pouvons donner un nom, et puis par défaut, il s'appelle backup, par exemple, ou alors on décide de comment il s'appelle. Ici, on va décider de comment il s'appelle. Il s'appellera backup. Voilà, donc nous avançons. Donc notre pseudocode devient gentiment maintenant du Python, et notre pseudocode devient finalement quelque part des docstrings qui sont à chaque fois à l'intérieur des fonctions. Donc pour chaque photo dans la liste de photos, la liste de photos qui est là, faire for photo in photos, 2 points. Ça, je n'ai pas besoin de fonction, je peux le traduire directement. Ensuite, récupérer les informations relatives à la photo, par exemple. Alors là, c'est récupérer, par exemple, les informations qu'on appelle les informations EXIF de la photo, c'est-à-dire la date de prise de vue, etc. Je ne sais pas encore comment faire ça. Enfin, je sais, mais on ne le sait peut-être pas tout de suite. Donc, ici, on va mettre get, donc obtenir photo info. OK, à partir donc de la photo, et puis cette fonction me retourne les infos de la fonction, alors sous forme d'objet, sous forme de dictionnaire, je ne sais pas encore. Donc ici, hop, je prends ça et nous allons définir ça ici. Get obtenir photo, donc récupère
ou extrait, les méta-informations de la photo ou d'une photo à partir d'un fichier .jpg. Voilà, donc on avance petit à petit. Même chose, donc ici, construire, nous avons toutes ces informations. Alors, construire le nom, même chose. Je vais pour l'instant adopter une vue comme ça. Donc, ici, photo, nom, égale, construire, nom de avec la photo et photo info. Alors, on peut effectivement aller extraire dans cette structure photo nom des informations selon certains schémas et formater le nom, par exemple, pour qu'on ait effectivement la date de prise de vue, l'heure de prise de vue, éventuellement les coordonnées GPS à laquelle a été prise cette photo, et puis ce que vous voulez, en fait, dans le format. Tout ça, on peut le spécifier dans une fonction qui permettra de le faire. De nouveau, si on se rend compte que c'est juste une ligne et que ce n'est pas nécessaire, on peut remplacer ça directement ici. Mais pour l'instant, je décompose le problème. Composition descendante, je décompose en problèmes qui ne sont que des sous-problèmes du problème initial. Construire non, ici à partir d'une photo et d'informations. Voilà. Donc, construit le nom dans un fichier de photos à partir de ces informations, de ces méta. Les méta-informations d'un fichier, c'est donc toutes ces informations comme son nom, son heure et sa date de prise de vue, etc. C'est méta-info. Voilà. Copier la photo dans le répertoire de backup. De nouveau, soit je sais le faire, soit c'est quelque chose qui demande plusieurs étapes et qui demande une réflexion. De nouveau, à ce stade, copier. On va même dire que copier une photo, copier en fichier, c'est presque pareil. Donc, copier fichier, ancien, nouveau, par exemple. Voilà. Une fonction qui me permet d'aller copier tout ça. Alors, ici, def, une fonction ancien, chemin, nouveau. Plutôt chemin original, et chemin copie. Copie, donc en fichier, situé à chemin original, sous le nom sous le nouveau chemin copie. Essayez de donner des descriptions qui vous plaisent. Alors, petit à petit, vous allez gentiment faire les chemins en anglais. Donc, ici, le nouveau chemin, ce sera ici peut-être à remplacer par quelque chose comme à partir de, donc, dans répertoire
Et dans Backup, répertoire, Backup, je me laisse pour l'instant. Ici, nouveau chemin et puis ancien chemin. Et en tout ici, je vais mettre remplacer ancien chemin et nouveau chemin par les vraies valeurs. OK. Modifier le nom de la photo sur le disque, donc renommer fichier. Donc, le chemin. Chemin. Voilà. OK. Et nous allons finalement renommer en fichier, c'est finalement déplacer en fichier. Donc ici, alors que ici nous avions copié en fichier dans un nouveau répertoire, mais tout en conservant l'ancien. Alors on pourrait appeler renommer fichier ou déplacer fichier. Ici, bon, renommer, ça me va bien. Alors, renomme ton fichier sous le nom, sous un nouveau nom. Je vais changer ça, nom original. Voilà, puis finalement, on est presque au bout. Notifier l'utilisateur que le chemin a été modifié. Et je peux faire en print ici, peut-être pas besoin de fonction à ce niveau-là. Donc, le fichier. Alors ici, on pourra mettre nom de photo, nom original de la photo a été renommé en photo nom. Donc, s'il y a une opération que vous savez a priori directement faire en Python, ne vous gênez pas, directement, lancez-vous là-dedans. Fin pour en Python, il n'y a rien à faire, donc nada. Et puis ici, donc informer l'utilisateur que tous les fichiers ont été renommés. Alors print, tâche terminée, d'où les fichiers ont été renommés et les originaux ont été placés dans le sous-répertoire backup. Placés dans le sous-répertoire backup. OK. On va raccourcir un petit peu tout ça. Ici, hop, hop. Voilà. Et voilà. Donc, on a un programme. Il ne fonctionne pas encore, mais il est déjà bien découpé. On va pouvoir éventuellement éliminer maintenant les étapes qui constituent notre pseudocode, puisque nous avons des noms descriptifs et derrière chacune de ces fonctions, nous avons
une docstring qui décrit ce que fait cette fonction. Donc, je peux éventuellement nettoyer ceci, parce que trop de commentaires, on sait tous que ça tue le commentaire. Éventuellement, garder ou mettre des commentaires si jamais ça commence à tirer en longueur. Et ce qu'on voit, c'est qu'ici, j'ai une fonction main qui fait probablement moins d'une vingtaine de lignes et que j'ai des fonctions ensuite que je vais pouvoir implémenter. Et donc là, je garde le to do puisque c'est quelque chose que je veux encore faire. Je vois que j'ai des opérations qui sont faites directement dans certains cas de figure. Et ici, à la fin du programme, je me fais un print ici. Voilà. Donc ici, on voit une fonction main qui a une taille idéal, on part à 28, 48, un petit peu moins qu'une vingtaine de lignes. C'est parfait. À partir d'une vingtaine de lignes, ça commence à devenir long, une fonction, mais de nouveau, ça dépendra vraiment du contexte. Et ici, on voit qu'on a découpé notre problème original en différents sous-problèmes. Vous n'avez plus que maintenant à vous attaquer à chaque problème les uns après les autres. Par exemple, obtenir le répertoire photo. Comment est-ce que je fais si jamais dans la ligne de commande, je fais ici mon programme et puis je lance l'enchaîneur répertoire ici. Alors, essayons de voir ça. Répertoire. Hop. Ici, au début, ce qu'on aimerait faire, ce n'est pas forcément lancer tout le main, puisque le main qui constitue l'ensemble de mon programme n'a pas encore les fonctions qui sont implémentées ici. Mais rien ne m'empêche de créer une petite fonction qui va s'appeler ici, par exemple, juste pour essayer, test, donc def. Éventuellement, on peut les déplacer ou utiliser d'autres stratégies. Je vais faire un webinaire sur comment écrire des fonctions de test également. Mais voilà, un petit programme qui va juste avoir l'objectif ici de vérifier que obtenir le répertoire fonctionne. Et voilà, maintenant, dans cette fonction-là, tout ce que je veux, c'est maintenant programmer ma première fonction, obtenir le répertoire ici. L'avantage, c'est que j'ai déjà un problème qui est beaucoup plus petit que mon problème initial. À partir de là, maintenant, je peux aller sur Google ou ailleurs et je peux essayer Python, récupérer argument, ligne de commande. Par exemple, manipuler les arguments à la ligne de commande, plonger au cœur de Python. Alors, je vois ici que je peux importer 6, par exemple, et que j'ai éventuellement quelque chose dans 6.argv. Donc, essayons de voir ce qui se passe. Alors ici, je joue à la personne qui ne sait pas grand-chose et qui essaye de reproduire une fonction ici. Ça semble me donner des choses assez intéressantes. Je vais simplement essayer ici de faire un print de 6.argv et voir ce que ça donne. Alors, je vais voir s'il accepte que je lance ça ayant tout ça ici. Hop, on voit que ici, il n'accepte pas que nom original de la photo. Oh, nom original de la photo. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever. On va laisser ces accolades. Je vais juste les échapper pour l'instant. Ça reste une chaîne de caractères. Et ou alors simplement les enlever comme ça reste une. Puis mettre
une sorte de crochet comme ça. Je me remémore qu'il faut que j'insère ici le nom. Hop. Encore. Quel endroit? J'ai une erreur d'indentation. Tac. Oui, bien sûr, parce que j'ai encore rien mis là-dedans. Alors, là-dedans, je vais prendre la première fonction, celle-là, et je vais l'exécuter. Voilà. Voilà. Donc, nous voyons que même avec ce système, même que j'ai encore un nom de fonction qui est ici souligné. Alors, pourquoi est-ce qu'il est souligné? Construire, non. Voilà. Ça fonctionne, même que j'ai des variables qui n'existent pas encore, tant que main n'est pas exécuté, ça ne pose pas encore de problème. Et je vois donc, comme ça, que ici, 6 argv me donne le nom de mon module, ici, et ensuite, répertoire serait le premier élément. Alors, je peux, donc le premier élément de la liste, c'est l'élément 0, c'est le nom de mon module, ou le chemin vers mon module, et le deuxième élément, c'est, je dirais, l'argument supplémentaire. Donc ici, éventuellement, ce que je peux faire, soit je suis sûr de moi, soit je réécris du pseudocode à ce niveau-là. Donc, décomposition descendante, on a décomposé le problème principal, on peut continuer à décomposer à ce niveau-là. Donc, si la longueur de arg de 6.argv est inférieur à 1, est inférieur à 2, pardon, alors, donc ici, voilà, faire, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Par exemple, on notifie l'utilisateur d'une erreur. Sinon, donc on retourne, on peut faire, hop, on peut faire simplement return ici, return de la deuxième valeur de la liste, donc de 6, args, crochet, 1, non 1, la deuxième valeur de la liste. Voilà, donc ici, on peut pratiquement directement transformer ça en code. If len de 6.argv est plus petit que 2. Dans ce cas, je notifie l'utilisateur d'une exception, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme exception ici? Alors, Python exceptions. Donc, cette situation, c'est une situation où notre utilisateur a lui-même fait une erreur. OK. Donc là, on est dans le Python tutoriel. Ce n'est pas là que je veux aller, c'est dans la bibliothèque, ici, et dans les exceptions. On va dans les exceptions voir qu'est-ce qui peut finalement représenter le mieux une erreur de notre utilisateur. Alors, ce n'est pas une erreur de l'OS, OK. Ce n'est pas une erreur de référence. Non, hop. Syntaxe erreur, est-ce que c'est une syntaxe erreur ou une... OK, donc
peut-être. Alors, à vous de décider si vous trouvez quelque chose à ce niveau-là. Ce qu'on pourrait faire, c'est faire en raise d'une erreur personnalisée. Alors, si je veux une erreur personnalisée, c'est par exemple un programme argument error, argument error, par exemple, et puis on pourrait donc ici notifier à l'utilisateur qu'on a fait une erreur, donc on hérite d'exception. Et puis ici, on fait en passe, et puis ici, éventuellement, on va créer notre erreur en disant aucun répertoire n'a été passé en argument du programme. A été passé en argument du programme. Ça, c'est une approche. Une autre approche pourrait être également, je fais un print où j'affiche l'usage du programme. Donc ici, on pourrait dire, OK, appeler Python 3, un -m, launchiner.py, et puis, on pourrait dire, hop, chemin du répertoire de photos. Et puis ensuite, on voudrait éventuellement quitter le programme. Donc, Python, nouveau, Python, exit programme. C'est de prendre le même chemin que vous, AutoStop ou terminate Python programme. Cette fois, Stack Overflow, par exemple. 6 exit, ça tombe bien. On a le exit ici. Donc, on peut ici quitter sur une erreur avec 6 exit 1, par exemple, pour notifier le système qu'on a une erreur. Ici, nous avons 6 qui est importé. Donc, on va choisir cette approche ici, 6.exit. Ici, je ne mets pas 0 pour notifier que quelque chose s'est mal déroulé, hein, éventuellement. Donc, 6 exit avec un code 0 voudrait dire que mon programme s'est exécuté correctement. Et puis, j'affiche à mon utilisateur ici la manière de bien utiliser mon programme. Et on est en principe tout bon à ce stade. OK. Sinon, maintenant, donc on notifie l'erreur, ça c'est bon. J'élimine ça et je le remplace donc par un if. If, je suis sûr que je l'avais mis, mais j'ai dû iflen de 6.argv est plus petite que 2. Et sinon, else, comme ici on sort, je n'ai même pas besoin de mettre le s, je mets simplement en return de 6.argv, argv ici, crochet en. Voilà, et j'ai implémenté ma fonction ici qui fait ce que je veux. Je peux a priori la tester. Alors pour la tester maintenant, je peux aller dans mon petit test ici et de vérifier qu'elle se comporte bien comme je le veux, qu'elle retourne bien la valeur que je veux ici, qui est répertoire, que je teste ça en passant répertoire en autre répertoire ou chemin vers mes photos. Et cette fonction fait ce que j'attends. Donc, lorsque l'utilisateur passe le chemin vers les photos en argument de son programme, notre petite fonction retourne ce chemin. Si j'oublie, il m'affiche donc ici en Python 3, donc la manière d'utiliser correctement mon programme. Et ici, le fait que mon prompt est en rouge, c'est qu'il a renvoyé en code d'erreur. OK, donc ici, je suis tout bon. Je pourrais également, ici,
me dire maintenant, on pourrait, c'est à vous de décider, est-ce que, donc si le répertoire, si le chemin spécifié dans 6 arc V crochet en n'existe pas. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? S'il n'existe pas, est-ce que notre fonction vérifie la bonne existence du truc? Ou est-ce qu'elle ne le vérifie pas? Est-ce qu'on fait confiance? Est-ce qu'on ne fait pas confiance? Mais ici, je peux utiliser la même chose. Si le chemin n'existe pas, mettons, on le crée. Par exemple. Et puis ensuite, on renvoie le chemin. OK. Alors, de nouveau, je pourrais avoir une fonction créer en répertoire, créer backup. Alors, est-ce que créer backup, je ne pourrais pas le renommer et créer répertoire. Et puis, ici, avec le nom, voilà, créer répertoire. Alors, peut-être pas mettre en aigu, même si c'est autorisé techniquement en Python. Et créer backup, ici, voilà, créer répertoire. Et puis ici, on pourrait, donc, même chose, on le crée. Donc, if, de nouveau, ouais. Alors, ça, peut-être que je ne sais pas encore le faire, mais peut-être, mais ça, je sais le faire, c'est créer répertoire avec le chemin à 6.arg. Donc ici, hop, chemin égale 6.arg, V, crochet 1. Et à partir de là, je crée mon chemin. Puis là, je retourne mon chemin. Ici, j'ai encore une ligne qui n'est pas traduite. Donc, on va mettre le laisser ici, tout doux. Voilà. Qu'est-ce que maintenant? Donc, la seule chose à aller regarder avec cette situation, vous voyez que votre algorithme est implémenté. Vous n'êtes pas bloqué par quelque chose que vous ne savez pas faire. Je regarde juste l'heure, il nous reste 5 minutes. Mais vous êtes maintenant, vous avez un problème qui est bien identifié. Ici, regardez si un chemin existe ou pas. OK. De nouveau, alors Python, ici, existence, répertoire existe. Je devrais commencer à dire s'il vous plaît aussi à Python. Je vois que le premier lien, vérifier qu'un répertoire existe. OK. Alors, je peux utiliser OSPass, par exemple. Donc, on voit qu'il y a une fonction existe ici. Donc, ça, c'est une possibilité. Pour ceux qui connaissent passlib, qui est également passlib, répertoire existe. Alors, tac, 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 chemin de fichier orienté objet. Make dire, ça c'est la même solution qu'avant, etc. On va utiliser la première qu'on trouve. Parce que le message que je veux passer, c'est que avec ces stratégies, vous trouvez des solutions. Donc ici, if not OS existe, il me faut ici récupérer OS. Donc, on va faire ça. Import
OS. OS et sys font tous deux partie de la bibliothèque standard de Python. Donc, vous n'avez pas besoin d'apporter quelque chose de particulier. Ici, if not OS pass existe, pas my folder, mais chemin. Et dans ce cas-là, ça passe. Vous avez une autre possibilité, c'est à la place de, ici, on peut utiliser passlib. Et puis, par exemple, on peut donc pass, if not, pass, chemin. Et puis ici, si on va regarder dans passlib, Python, existe, on voit qu'il existe une méthode existe éventuellement. Si j'ai un chemin relatif, je peux alors, ici simplement mettre existe qui va retourner vrai ou faux si il existe. Donc ici, on va plutôt faire un from passlib import pass exists avec hop. Voilà, qui va retourner vrai si le chemin existe. Si j'ai un chemin relatif et je m'assurer qu'il soit complet, je peux mettre en resolve ici. Passlib est plus pratique que OSPass. C'est éventuellement ce qu'on va utiliser ici. Mais ce que vous voyez, c'est que d'identifier par pseudocode ce que vous voulez vous permet d'aller systématiquement revoir ou chercher des réponses à vos problèmes. Voilà, donc à ce niveau-là, je vois que mon répertoire ici, alors, hop, maintenant on va regarder photos, je l'ai appelé photos. Il existe et donc il est trouvé. Il existe, on voit qu'il est là, il contient mes photos ici et il est trouvé. OK, donc là j'en ai fini avec cette première fonction et l'avantage de la décomposition descendante, c'est que maintenant vous pouvez prendre n'importe quelle autre fonction ici. Voilà, je vais à ce stade vous laisser quelques indications dans ce fichier sur comment continuer ce projet. Et puis, je vais mettre sur GitHub ce projet, le publier, vous laisser continuer comme exercice fonction après fonction. Et dans chacune de ces fonctions, la démarche est la même. La démarche est de d'écrire le code de la fonction en pseudocode, en français, pas à pas. Chaque ligne que vous pouvez traduire en une ou deux lignes de Python et que vous savez comment traduire, traduisez-la directement. Chaque ligne qui vous semble complexe et que vous ne savez pas traduire en Python, créez une autre fonction pour vous y attaquer plus tard. Testez chacune de vos fonctions les unes après les autres, une fois que vous pouvez garder ce test, puis ensuite tester def, test quelque chose, une autre fonction. Donc ici, par exemple, on va s'attaquer après à obtenir une liste de photos. OK, test, obtenir liste de photos, hop, des photos, des photos. OK. Celle-là, ici, on va juste obtenir la liste. Alors, je vais juste prendre ça. Hop, et puis on va juste à l'intérieur mettre comme ça photos. Voilà, je mets ça dans un print où je mets la photos égale. Et puis mettons que je vais faire un print de mes photos pour voir ça. Et puis, tout en bas de mon code, je vais mettre exécuter ce test-là. Je pourrais, bien sûr, j'ai les autres. Je peux éventuellement soit éliminer, soit commenter, même le main, ici, pour développer mon programme. Et petit à petit, je vais pouvoir avancer maintenant en me concentrant, en me focalisant
uniquement sur obtenir la liste des photos de mon répertoire. Je vais pouvoir donc me concentrer sur soit le module OSPass, soit le module PassLib et aller regarder est-ce que je peux lister tous les JPEG qu'il y a là-dedans. Ça me donne des mots-clés. Je peux aller maintenant chercher Python, lister, fichier, dans répertoire. Donc, ayant un problème bien identifié, ça permet de tomber pratiquement une première source. Comment lister l'arborescence dans répertoire. Ici, comment lister l'arborescence dans répertoire. Il y a os.listdir, il y a glob, il y a des solutions à partir de PassLib, etc. Vous allez trouver énormément de choses, mais le fait d'avoir identifié vos problèmes vous permet maintenant très efficacement de pouvoir rentrer dans les problèmes. Et c'est ce que je voulais aujourd'hui vous montrer pour aborder un projet 2 dans de bonnes conditions, de manière bien structurée. Une fois que vous avez un nombre important de fonctions, vous avez toujours la possibilité de les découper. Par exemple, je peux ici me créer un autre répertoire, un autre module, appelons-le outil, ou alors classer les fonctions dans des modules thématiques. Alors ici, je ne vais pas être très thématique. Je vais tout couper là et tout coller dans un autre répertoire. Et ici, je vais simplement importer, import outil. Et puis, devant chacune des fonctions dont j'ai besoin, je peux soit préfixer avec outil, comme je le fais là, soit, c'est une autre approche, ici, from outil import, et je peux lister, obtenir liste de photos, obtenir répertoire photo, etc., etc. Éventuellement, à partir du moment où je vais pouvoir le faire sur plusieurs lignes, ou alors une autre approche ici, puisque j'ai tout mis dans outils, c'est voilà, from outil, voilà, import outil as, import outil as OTS par outil ou OT, ou, etc. Donc, ici, je vais me contenter de import outil et puis je vais, de mon côté, simplement aller préfixer devant chacune de mes fonctions, ici, outil. Mais vous pouvez le faire très bien plus tard, dans un premier temps, développer sur un fichier. Et à partir du moment où vous commencez à avoir besoin d'une certaine organisation, de pouvoir le faire éventuellement. Et même chose, les tests, vous pouvez les externaliser dans d'autres répertoires si nécessaire au fur et à mesure que vous avancez. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, n'hésitez pas si vous en avez. Ici, vous avez donc toutes les armes pour commencer à développer un projet en procédural selon cette logique de programmation descendante qui vous incite très fortement à écrire du pseudocode, à commencer par vous attaquer avec du pseudocode au programme. Ceci est très important parce que le pseudocode vous encourage à identifier le problème que vous essayez effectivement de résoudre ou le sous-problème que vous essayez de résoudre. Si vous ne passez pas par du pseudocode, mais que vous voulez coder directement, vous aurez une tendance naturelle à vouloir utiliser les fonctions et les outils que vous avez déjà rencontrés ou vus dans un cours ou dans un tuto quelque part. Donc, quand vous démarrez avec Python, vous avez forcément une vue très limitée de ce que vous offre la bibliothèque standard. Donc, si vous allez sur docs.python.org et que vous allez sur la documentation de la bibliothèque, vous voyez qu'elle contient passablement de choses. Donc, n'hésitez pas à aller flâner dessus pour voir ce qu'elle peut faire pour vous. Également, un super site, c'est Python Module of the Week, qui présente sous forme de tuto l'essentiel des modules de la bibliothèque standard de Python. Vous voyez qu'il n'y en a passablement. Donc, vous ne connaissez pas tout. Et le fait de raisonner en pseudocode vous permet de vraiment spécifier un problème que vous désirez résoudre et ensuite, à l'aide de Google ou de ce que
vous avez à disposition, d'essayer d'identifier quels sont les modules qui peuvent vous aider à résoudre le problème en essayant de mettre la priorité sur les modules standards. S'il existe un module standard qui vous aide à résoudre votre problème, commencez avec lui. Si jamais la syntaxe de ce module-là vous semble pénible et que vous trouvez une alternative, un module alternatif, vous pouvez le considérer tout en sachant que d'ajouter des dépendances à votre code a généralement un coût en termes de complexité de gestion du projet sur le long terme. Donc, n'hésitez pas à travailler en maximum avec, au départ, les outils qui sont dans la bibliothèque standard, mais les outils de la bibliothèque standard sont toujours à disposition. Donc, ceux-là, vous pouvez les utiliser vraiment sans réserve, sans limitation. Voilà, alors, essayez d'y aller avec ça. À votre disposition si vous avez des questions dans le futur. Et puis, j'espère que ce webinaire aura été utile. Merci beaucoup, Thierry. Après, j'ai une toute petite question. C'était pour savoir si Oui. on est d'accord qu'au final, pour la programmation orientée objet, c'est pareil aussi. C'est toujours recommandé d'utiliser les… Alors, pour la programmation orientée objet, c'est tout à fait pareil, avec un petit shift mental toutefois. Ici, j'ai organisé les choses par rapport à finalement, on parle de procédural, parce que je l'ai organisé par rapport à ma procédure de résolution, et que chaque étape de ma procédure de résolution donne lieu à une action et la création d'une variable éventuellement, et puis l'utilisation de ces variables. Donc ici, on pense en fonction des actions. Dans un monde plutôt orienté objet, on va plutôt réfléchir quels sont les objets, donc on va personnifier un petit peu les choses, qui peuvent finalement travailler ensemble à la résolution de mon problème. Alors, dans un tel problème, je pourrais imaginer que j'ai un objet qui va représenter le fichier de photo, par exemple, et voir un objet qui va représenter mon répertoire avec une méthode sur l'objet du répertoire qui me permet d'obtenir toutes les photos dans le répertoire. Et ensuite, les photos elles-mêmes possèdent une méthode permettant éventuellement de renommer la photo. On peut imaginer des choses. On va plutôt vraiment raisonner en termes de choses qui ont des attributs et qui peuvent réaliser des actions, tandis qu'ici, on raisonne purement en termes d'actions. Et pour réaliser ces actions, éventuellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des données en argument de la fonction, et la fonction, elle, va soit retourner rien du tout, comme ici, c'est une fonction qui fait quelque chose par effet de bord, qui réalise une action par effet de bord, créer un répertoire, va pas renvoyer une valeur, mais va créer un répertoire derrière le capot de notre programme, tandis que ici, une fonction ici va retourner une valeur qui est la liste de toutes les photos présentes de mon répertoire. Donc, on a des actions auxquelles on envoie des données et on récupère des résultats. Ça, c'est purement procédural. On a les actions devant les yeux. C'est notre préoccupation première. Quand je fais de la programmation orientée objet, ma préoccupation première, c'est mes objets. Mes objets qui sont des représentations personnifiées de petits éléments qui vont m'aider à accomplir une tâche. Donc, au final, on va retrouver probablement dans les méthodes des objets finalement des codes qui sont très similaires à ce qu'on retrouve dans nos fonctions d'outils ici, mais elles seront organisées de manière complètement différente. Ce qui fait que pour la programmation orientée objet, j'ai vraiment avantage de directement penser mon programme orienté objet plutôt que de le penser en procédural dans un premier temps et ensuite de me dire dans quelle méthode, de quel objet je vais déplacer obtenir une liste des photos, par exemple. Et là, ça devient vraiment un cauchemar si on commence à procéder comme ça, parce que la manière dont on découpe est vraiment influencée par le paradigme de programmation que j'ai utilisé dès le début. Donc, les outils sont les mêmes, mais l'organisation finale sera très différente. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, si ce n'est pas le cas,
Je vous remercie d'avoir assisté à ce Lunchinaire. Demain et cette semaine, il y aura encore une série de Lunchinaires auxquels je vous invite de participer. Demain, il n'y a pas de Lunchinaire directement, pardon. Demain, je vais distribuer une vidéo pour ceux qui sont sur le P3 pour faciliter la réalisation des diagrammes de cas d'usage. Le prochain Lunchinaire sera du Django. Ce sera mercredi. Pour ceux qui connaissent un petit peu Django, l'objectif sera de créer plusieurs modèles utilisateurs. Par exemple, on peut imaginer qu'on réalise un site d'e-commerce où on a des clients et puis des vendeurs, enfin des acheteurs et des vendeurs, ou alors un site de gestion d'université ou de mentorat où on a des élèves et des profs, ou des élèves et des mentors et des administrateurs, ou alors un blog où on a des éditeurs, des administrateurs et des lecteurs, etc. etc. Donc ça, ce sera le sujet de mercredi. Jeudi, je ne sais plus, et vendredi, ce sera un petit peu de JavaScript pour ceux qui ont attaqué un petit peu de web. Vous avez également sur le Discord la possibilité de voter, de proposer des sujets pour les 3 derniers Lunchinaires qui auront lieu la semaine prochaine. Et donc, pour ces Lunchinaires, si vous avez quelque chose que vous aimeriez bien voir abordé, n'hésitez pas à répondre au petit questionnaire que j'ai mis sur Discord. Voilà. Alors, très bon après-midi à vous. À tout bientôt. Et j'espère Merci. qu'on va pouvoir continuer à discuter si vous avez des questions sur la découpe descendante ou la décomposition descendante. Au revoir. Au revoir, Thierry.